Pour 2 minutes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, dans mon allocution de ce jour sur la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2023, j'ai abordé successivement les points ci-après. 1. L'état d'exécution du budget en cours au premier semestre. 2. Les perspectives économiques internationales et nationales sous-tendant la préfiguration du budget de l'exercice 2023. 3. La programmation budgétaire 2023-2025 et la déclaration des risques budgétaires y relatifs. 4. La configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une attention soutenue a été portée sur les secteurs sociaux et porteurs de croissance et de développement, conformément aux différents engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. Aussi, le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'Est du pays. Un accent particulier également a été mis sur le recensement et l'identification de la population, l'organisation des élections générales, la maîtrise de la pandémie à Covid-19, ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Concernant le financement de la politique du gouvernement, celui-ci entend mettre l'accent sur la promotion de la culture fiscale, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme fiscale et douanière déjà amorcée, la digitalisation des administrations financières, ainsi que les missions de contrôle, de gestion, en vue de relever la pression fiscale vers le niveau de 17,6% en moyenne de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne le programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, ici est de noter que globalement, les critères quantitatifs ont été respectés, à savoir notamment le solde budgétaire intérieur situé à 0,8%, le PIB et les rémunérations représentant 5% du PIB. Honorables députés, représentants légitimes de notre peuple, en me présentant ici devant votre auguste chambre, je suis pleinement conscient de la gravité de l'heure et des enjeux en interaction dans notre pays. Je suis conscient de la crise sociale que traversent plusieurs ménages congolais présentement. Je suis conscient de plusieurs équations sociales qu'ensemble nous devons impérativement résoudre afin de rendre palpable l'idéal de la justice sociale.
Je suis conscient qu'il existe au sein de nos administrations trop de disparités salariales, de même qu'il s'y compte en même temps un nombre excessif d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont tout simplement exclus du système de la paix. Je suis conscient des efforts qui doivent être déployés pour une meilleure répartition des richesses dans le pays, notamment en ce qui concerne les infrastructures de base, ainsi que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Face à ces défis systémiques et existentiels, nous n'avons d'autre choix que de nous rassembler, au-delà de nos divergences politiques, en vue d'y réserver des réponses patriotiques, robustes et justes, qui soient véritablement à la hauteur des enjeux. Il est des moments dans la marche d'une nation où certains enjeux dépassent les clivages politiques. Il est également des moments où le rassemblement cesse d'être une option pour devenir un impératif. Pour nous, ce moment est là. Face au terrorisme et à la guerre qui sévissent dans l'Est et le Nord-Est de notre pays, face à la nécessité de rétablir l'ordre, la cohésion nationale et la paix sur toute l'étendue du territoire national, face à l'urgence de certaines réformes économiques et sociales, face aux défis énergétiques, infrastructurels et environnementaux, face aux défis sanitaires et à de multiples pandémies qui nous frappent, face aux besoins impérieux de redresser nos grandes entreprises nationales, je pense ici notamment à la MIBA, à la SCTP avec son ATRA, à la Sokimo, à la sucrière de Kiliba et tant d'autres. Face à l'impérieuse nécessité de lutter contre l'exclusion et le chômage des jeunes, ainsi que les discriminations et les violences faites à la femme, nous nous devons d'être ensemble, dans un élan patriotique, commun et un seul peuple. C'est cela aussi, être une nation. L'heure n'est pas aujourd'hui au bilan. Ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. L'heure du bilan viendra, tout comme celle des élections. Mais aujourd'hui, l'heure demeure à l'action et encore à l'action. Certes, nous avons fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Voilà pourquoi, honorables députés, élus légitimes du peuple congolais, au nom de tout le gouvernement de la République ici présent, votre gouvernement, je me tiens ici, devant vous, pour vous demander de vous approprier ce projet, de l'enrichir s'il est ché et de nous donner les moyens de poursuivre la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vision portée par le programme tel que vous l'avez ici approuvé, tout en espérant obtenir de vous le bénéfice d'un accompagnement toujours plus accru. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, tout en vous remerciant pour l'attention et la patience soutenues tout au long de la présentation de ce texte, je sollicite humblement que la représentation nationale se prononce massivement en faveur de sa recevabilité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Et je vous remercie. Les élections ont été organisées en 2018 et nous l'avons bien terminé. Le président Tshisekedi était publié comme président de la République. Nous n'allons pas faire la transition sans le président, puisque le président est remplacé par un autre élu. C'est celui qui va faire le changement. Ce n'est pas constitutionnel de prendre le président du Sénat qui va nous conduire s'il y a une transition. Non, ça ne peut pas se faire. Donc, ça doit continuer avec le même président. C'est après les élections que le président sera changé.
Et pour les élections, s'il dit que les élections sont déjà biaisées, oui, tout à fait normal, c'est déjà biaisé à partir de la Cour constitutionnelle, à partir le membre du CENI. Mais si c'est déjà biaisé, ce n'est pas un problème. Donc si la transition aura lieu, c'est avec toujours le président de la République. Puisque c'est un élu. C'est comme nous le député, vous n'allez pas nous dire que vous serez remplacé par des députés nommés ou bien par vos suppléants, non. Nous sommes obligés d'aller tous ensemble et chercher la dernière solution, c'est les élections. Dès que les élections sont organisées, c'est voilà que le président de la République aussi va se mettre dehors. Ce n'est pas constitutionnel de prendre le président du Sénat. Le président du Sénat, on le prend si le président vient de démissionner ou vient de mourir, bien là c'est autre chose. Mais constitutionnellement, ce n'est pas ce qu'il a déclaré. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord. Si la transition, c'est avec le même président. Et il fallait quand même que cette consensus soit vraiment le vrai. Pas pour venir chercher les sièges, mais c'est pour le bien de la population congolaise. Et quand vous décidez comme ça, il faut attendre jusqu'à ce que les élections vont se tenir pour que le président de la République soit remplacé. Tout le monde connaît qu'il ne travaille pas correctement et pour le faire partir, c'est par la voie démocratique sont les élections qu'on doit organiser. Vous êtes d'avis avec certains voix qui célèbrent déjà que non, Martin Fayulu, ce qu'il dit, ça prouve qu'il n'est pas prêt pour aller aux élections dans le délai. Bon, écoutez, pour se dire que nous sommes prêts d'aller aux élections. Commençons d'abord par le budget, la loi de finances de l'élection 2023. Après avoir suivi l'exposé du Premier ministre ici, dans tous les secteurs de la vie, quel est votre réaction? Ce projet de budget de la loi de finances 2023 présenté par les premiers d'entre les ministres, venons de l'auditionner cet après-midi. Nous pensons que ça reflète un peu les efforts fournis par le gouvernement afin de doter notre République d'un budget très fort et très réactif par rapport aux besoins de la population. Et vous êtes conscient que ces projets de budget répondent aux attentes de la population? Je crois que ces budgets sur le plan littéral, le budget répondrait aux attentes de la population. Si dans la pratique, on arrivait à rendre palpable des dépenses par rapport aux besoins de la population. Donc, ça demande un peu qu'on puisse encore s'y attarder et de voir dans la pratique si cela s'avérerait vrai et ça serait proactif pour l'intérêt de notre pays. Parlons de la politique, la sortie médiatique de nos présidents qui dit que nous irons à la transition sans Tshisekedi, parce que selon lui, le processus est déjà biaisé et que le président du Sénat va diriger la transition. C'est votre réaction? Je crois que c'est un politicien majeur. Le président Fayulu est majeur, c'est un politique majeur. C'est basé sur la Constitution. Mais la Constitution a des dispositions qui stipulent que le président de la République ne peut être remplacé que par celui qui sera élu. Alors je ne pense pas qu'en même temps qu'il se consacre, qu'il se confie à la Constitution. En fait, j'ai relevé des points essentiels, tout en dégageant une parenthèse et je l'ai fermé rapidement. J'ai démontré que Kinshasa aussi était devenu un village. Une vie qui n'est pas éclairée, inondée, pas mal de problèmes, l'insécurité. Mais j'ai épinglé un problème saillant qui est lié, n'est-ce pas, à la vie des médecins. Vous savez, les amis, la santé n'a pas de prix. Mais si nous n'avons pas un regard rationnel à nos médecins, quel est l'avenir, n'est-ce pas, de nos vies? J'ai relevé un point aussi important, les hôpitaux de référence. Chaque commune a un hôpital de référence. Ces hôpitaux-là n'existent plus. Je voulais savoir quel est le programme du gouvernement à ce qui concerne la réhabilitation, n'est-ce pas, des hôpitaux de référence. L'hôpital de référence de Kissesu, l'hôpital de référence de Matete, l'hôpital de référence de Lemba. Donc, les colons avaient prévu une certaine proximité de nos concitoyens. Celui qui a Matete, quand il est malade, il n'est pas censé aller en Galiema.
Il y a déjà un hôpital qui est à côté de lui. Ces hôpitaux-là ne sont pas alimentés, ne sont pas entretenus. De la même manière, les médecins ne sont pas entretenus. J'ai aussi tapé la main sur la table, les respects aux médecins. Ce sont des scientifiques. Mais à chaque fois qu'ils veulent réclamer, à chaque fois qu'ils veulent revendiquer, la police ne tient pas compte du statut de médecin. Les médecins, c'est un savant, les médecins, c'est un scientifique, les médecins, c'est un citoyen qui chacun de nous doit respecter. J'ai relevé un aspect important, celui, n'est-ce pas, de l'armée nationale, en tant que membre permanent de la commission défense et sécurité. C'est un constat. Vous remarquerez, le budget 2022-2021 n'a pas beaucoup plus tenu compte, n'est-ce pas, de la sécurité nationale. C'est la défense nationale. Cette fois-ci, on a mis les mains dans la pâte, c'est-à-dire, avec le budget 2023, tel qu'est présenté, il y a possibilité, nous puissions atteindre, n'est-ce pas, la mise en place, n'est-ce pas, de la loi de programmation. Là, automatiquement, ça sera le début du commencement d'une armée nationale. N'oubliez pas le souci primordial que nous arrivions à construire une armée nationale. On ne peut pas continuer avec ce que nous avons comme armée. Il faut qu'on arrive à construire une armée nationale. Et pour construire une armée nationale, ça nécessite un budget, n'est-ce pas, colossal. Et l'implication ou l'application de l'actuel budget frise la possibilité, n'est-ce pas, d'un budget qui avoisine, n'est-ce pas, à la réhabilitation d'une armée réelle. C'est que nous disons la loi de programmation. Nous n'avons pas encore atteint la loi de programmation. Mais quand nous jetons un coup d'œil dans ce qu'on a prévu pour la défense nationale, il y a possibilité nous puissions arriver à atteindre la mise en applicabilité de la loi, n'est-ce pas, de programmation. Voilà autant d'observations que j'ai pu dégager tout en insistant sur la vie de Kinshasa. Honorable Daniel Safou, c'est la voix de Kinshasa. Là où eux parlent leur province, je ne peux pas rester bouche bée sans placer un mot à ce qui concerne ma ville, Kinshasa. Merci beaucoup. C'est moi qui... Moupépé à salle. Moi, je ne suis pas ici pour suivre le Moupépé de la salle. Je dis ce que je pense. J'ai été élu, j'ai été envoyé ici par ceux qui m'ont élu. C'est en leur nom que je parle et pas au nom de mes collègues. Uliza ni maneno ya kweli. Alisema, neno la kwanza nilikuwa nauliza sababu gani tunavote budget na tunajua kwamba hawataheshimu. Budget zote tunavote hawaheshimu, hawafuate. Mfano nilisema na ni hapa nilisimamisha. Tulifanya budget mwaka jana. Hii budget tuko wanatumikisha leo. Tuko mwezi wa 10 kumwisho. Kunabakia tu miezi 2. Ile franga zote zenye waliandika kama watatumikisha Uvira kwenye nilichaguliwa. Sikuona barabara hata metre moja. Sikuona ekole, shule moja wanajenga, hospitali moja, hakuna kitu. Usalama hauku. Wanasema ndio maekole magratuite kwa hapa. Ninasema usalama de kilomètres. Aucune école, aucun hôpital. La sécurité est améliorée. Les militaires marchent toujours par bouche. Généralement en t-shirt et en jean. Et donc, je dis, pourquoi nous le faisons? Si rien n'a été fait, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Donc le budget de 2022, il ne reste que 2 mois. Rien n'a été fait pour passer dans le budget. Aucun pont n'a été construit. Alors que plusieurs ponts se sont écroulés. La rivière Moulongo, qui détruit la moitié de la ville chaque saison de pluie. J'ai tenu à féliciter notre gouvernement pour les efforts conjugués en termes d'accroissement des recettes. Aujourd'hui, nous atteignons pour la toute première fois, et c'est d'une manière spectaculaire, 14,6 milliards. Donc, dans ce pays, on ne croyait pas qu'on pouvait atteindre même 6 milliards de recettes propres. Aujourd'hui, on est à ce point-là. Le gouvernement mérite d'être sincèrement félicité. Mais alors, nous avons remarqué que cet accroissement de recettes est basé essentiellement sur l'industrie extractive, c'est-à-dire sur les mines.
alors que d'autres secteurs porteurs de croissance sont négligés. Alors que c'est dans ces secteurs-là où les Congolais évoluent, dans les domaines de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises et autres. Et donc, j'ai plaidé pour que le gouvernement s'investisse dans ces domaines-là. Il y a le petit commerce, le commerce en détail tenu par les expatriés qui se meurent. Aujourd'hui, tout simplement parce que les expatriés tiennent tout. Ils ont accès au crédit, ils ont les banques, et les Congolais ne se retrouvent pas. Alors qu'ils évoluent dans la débrouillardise. Et leurs magasins sont en train de fermer, les boutiques. Donc le gouvernement regarde cet aspect des choses. On ne voit pas vraiment sa politique en termes de favoriser l'émergence des Congolais. Et donc, j'ai souhaité que le gouvernement s'investisse dans l'agriculture parce qu'aujourd'hui, il y a flambé de prix des céréales, même de manioc sur le marché. Si vous entendez, vous suivez sur Top Congo, vous allez suivre la population qui pleure. 6 000. Moi, j'ai laissé ça à 1 500. Aujourd'hui, on en est à 6 000. Donc, on parle de l'accroissement du budget au moment où le peuple n'a pas accès à manger. Donc, voilà pourquoi je suis intervenu dans ces domaines-là. Mais aussi, j'ai souhaité que le projet de 145 territoires soit participatif. Que les gouverneurs de province puissent participer activement, qu'ils aient un rôle dans l'exécution de ces projets parce que ce sont eux qui sont les chefs du gouvernement, les chefs de l'exécutif provinciaux. S'ils ne sont pas associés, si nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans les projets de 145 territoires, mais les gouverneurs de province devraient être associés dans l'exécution de ces projets. Il y a la situation de l'amiba qui se meurt. Et chaque année, nous parlons de l'amiba, mais rien ne se fait à l'amiba. Donc, qu'est-ce qui bloque pour que le gouvernement sorte de l'argent pour financer l'amiba? Donc, et moi j'ai dit, cette année est la dernière, pour que le gouvernement sorte, ne serait-ce que même 20 millions de dollars seulement. Et de ces 20 millions, nous tous, nous allons nous investir pour faire démarrer des activités. J'ai intervenu par rapport à l'exploitation minière faite par les Chinois parce que j'ai estimé que c'est une source de recettes que notre gouvernement est finalement en train de perdre. Parce que je me réalise que le gouvernement n'a pas vraiment le contrôle total sur les Chinois. Quand bien même que dans les budgets en cours, le gouvernement a fixé les taux de paiement par rapport aux produits qui sont en train de passer par douane lors de l'exportation. Et l'or, moi je pense que c'est les 10% qui doit être payé. Mais je me réalise que l'or de l'Est de la République démocratique du Congo est en train de s'envoler sans un contrôle. Les Chinois exploitent d'abord illégalement et ils exportent illégalement. Ce qui fait que je devais attirer l'attention du gouvernement. Ce n'est pas la première fois que j'attire l'attention du gouvernement. Je pense que c'est plus d'une fois que je suis en train d'interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre cette histoire de phénomène chinois au sérieux. Vous êtes sans ignorer que, je pense, il y a à peine de cela 3 conseils des ministres. Le président de la République avait demandé au gouvernement de sortir tous les Chinois dans le Haut-Touélé. Et je pense que ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il a fait aussi le même constat que moi j'ai fait pour dire finalement que c'était moi qui a gagné pour notre République et qu'on devrait d'abord les sortir. S'ils peuvent venir avec des documents officiels pour que la République puisse attirer bénéfice. Dans les budgets ici, j'ai été flatté. J'ai été flatté d'abord comme élu des territoires de la Brousse. Parce que chaque année où je viens voter les budgets, je trouve que l'entité qu'on appelle territoire n'a pas été prise en compte toujours dans le cadre de l'exécution des budgets que moi je vote. Mais quand le président de la République a décidé, à travers le Conseil des ministres, qu'il faudrait un projet de développement au niveau de la base, donc les 145 territoires, moi je l'avais applaudi. Et comme ça n'avait pas encore commencé et que le même gouvernement rentrait avec le même projet, pour moi j'ai estimé que c'était salutaire. Mais alors, dedans je voyais que si on faisait bien les choses, ça veut dire que toute la République doit se retrouver. La preuve est là, dans cette salle,
c'est les 145 territoires qui se retrouvent dans cette salle. Nous représentons 145 territoires. Mais le gouvernement ne nous a pas associés dans l'élaboration de ces projets. C'est ce que je viens de dire ici. Et les collègues ont dit que le gouvernement devra très rapidement pour associer les députés nationaux pour mieux faire le suivi sur le terrain. Mais aussi, parce qu'on ne nous a pas associés, nous avons appris des forces vives de nos différentes circonscriptions électorales qu'il y a des projets sélectionnés, mais déjà sur le terrain, ces projets ont été déjà exécutés par certains organismes. Comme par exemple dans mon territoire d'Aru, c'est déjà l'effort social qui a eu à construire certaines écoles, certains centres de santé, alors qu'aujourd'hui le gouvernement continue à détenir ces centres de santé déjà construits dans les programmes. Alors je me posais la question, à quoi servirait maintenant cet argent-là? Parce que les centres de santé sont déjà construits, l'école est déjà construite. Ce qui m'a fait dire que l'odeur de détournement s'est fait sentir déjà à ce niveau. Alors c'était pour moi juste une interpellation à l'endroit du gouvernement pour rentrer rapidement sur ces faits-là pour corriger. Deuxième chose, si on fait un travail pour la population, il faudrait impliquer la population convenablement pour la réussite. Dans le programme 145 territoires, au niveau de la base, nous réalisons avec les cris d'alarme de la société civile que les entreprises locales n'ont pas été prises en compte pour l'exécution du projet. Une entreprise qui quitte ici à Kinshasa pour aller chez moi à Aru là-bas, d'abord les milliers ne connaissent pas, ils n'ont aucun intérêt à aller faire convenablement les choses là-bas. Comment ça va se passer? Nous, on aurait souhaité que parmi les entreprises qui sont sélectionnées, il faudrait aussi tenir compte des entreprises locales. Quand bien même que certainement ces entreprises ne peuvent pas réunir toutes les normes, mais il fallait afficher épée de clémence. Nous sommes plus de 3000 km de la capitale. Pour qu'une entreprise se mette en règle avec l'État congolais, il faudrait que l'entreprise se déplace, venir à Kinshasa pour chercher les différents documents. Ça peut arriver que nécessairement l'entreprise n'a pas tous les documents. Soit un document MAC, soit deux documents MAC. Le gouvernement devra afficher la clémence envers ces entreprises pour les impliquer dans les projets, pour que nous puissions tous enregistrer la réussite dans les projets. Les derniers budgets sur lesquels la population, notre base, va nous juger, c'est ces budgets ici. Et c'est comme ça qu'il faudrait mieux faire pour que les projets 145 territoires réussissent, pour que nous puissions fonder nos campagnes électorales là-dessus. J'ai tenu à féliciter notre gouvernement pour les efforts conjugués en termes d'accroissement des recettes. Aujourd'hui, nous atteignons pour la toute première fois, et c'est d'une manière spectaculaire, 14,6 milliards. Donc, dans ce pays, on ne croyait pas qu'on pouvait atteindre même 6 milliards de recettes propres. Aujourd'hui, on est à ce point-là. Le gouvernement mérite d'être sincèrement félicité. Mais alors, nous avons remarqué que cet accroissement de recettes est basé essentiellement sur l'industrie extractive, c'est-à-dire sur les mines. Alors que d'autres secteurs porteurs de croissance sont négligés. Alors que c'est dans ces secteurs-là où les Congolais évoluent, dans les domaines de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises et autres. Et donc, j'ai plaidé pour que le gouvernement s'investisse dans ces domaines-là. Il y a le petit commerce, le commerce en détail tenu par les expatriés qui se meurent. Aujourd'hui, tout simplement parce que les expatriés tiennent tout. Ils ont accès au crédit, ils ont les banques, et les Congolais ne se retrouvent pas. Alors qu'ils évoluent dans la débrouillardise. Et leurs magasins sont en train de fermer, les boutiques. Donc le gouvernement regarde cet aspect des choses. On ne voit pas vraiment sa politique en termes de favoriser l'émergence des Congolais. Et donc, j'ai souhaité que le gouvernement s'investisse dans l'agriculture parce qu'aujourd'hui, il y a flambé de prix des céréales, même de manioc sur le marché. Si vous entendez, vous suivez sur Top Congo, vous allez suivre la population qui pleure. 6 000. Moi, j'ai laissé ça à 1 500. Aujourd'hui, on en est à 6 000. Donc, on parle de l'accroissement du budget au moment où le peuple n'a pas accès à manger. Donc, voilà pourquoi je suis intervenu
dans ces domaines-là, mais aussi j'ai souhaité que le projet de 145 territoires soit participatif, que les gouverneurs de province puissent participer activement, qu'ils aient un rôle dans l'exécution de ces projets, parce que ce sont eux qui sont les chefs du gouvernement, les chefs de l'exécutif provinciaux. S'ils ne sont pas associés, si nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans les projets de 145 territoires, mais les gouverneurs de province devraient être associés dans l'exécution de ces projets. Il y a la situation de l'amiba qui se meurt. Et chaque année, nous parlons de l'amiba, mais rien ne se fait à l'amiba. Donc, qu'est-ce qui bloque pour que le gouvernement sorte de l'argent pour financer l'amiba? Donc, et moi j'ai dit, cette année est la dernière, pour que le gouvernement sorte, ne serait-ce que même 20 millions de dollars seulement. Et de ces 20 millions, nous tous, nous allons nous investir pour faire démarrer des activités.